Bienvenue le monde, c'est le tour du monde de la francophonie qui continue. Vous êtes avec nous sur TV5 Monde, c'est un grand événement qui se poursuit. Un petit clin d'œil à la Nouvelle-Calédonie qui nous rejoint, mais il y a le monde entier avec nous et un plateau, mais bon, pour moi c'est un plateau de rêve. Je suis tellement content d'accueillir Bernard Pivot. Bernard, président de l'Académie Goncourt, qui est avec nous ce soir. Et puis à ses côtés, Dany Laferrière, membre de l'Académie française. Merveilleux écrivain, et puis on ne le présente plus. En ce moment, il raconte au Théâtre de Paris. Ces écrivains qui nous parlent d'argent, c'est Fabrice Lucchini. Fabrice est avec nous. Merci Fabrice. C'est gentil. Merci. Parce que la langue française, c'est ça qui fait vibrer le cœur de l'homme que vous êtes depuis toujours. Oui, oui, oui. Mais on ne va pas parler tout de suite. On peut dire un mot. Oh, bah, y a une phrase de Céline qui est assez belle, qui dit « Loin du français, je meurs ». Loin du français, je meurs. Et il y a une chose unique, miraculeuse, hallucinante, c'est l'incarnation. Alors évidemment, La Fontaine et Molière en sont les exemples les plus époustouflants. J'en parlais toujours de mon obsession de La Fontaine, puisque dans Les écrivains parlent d'argent, je me débrouille pour aussi dire des fables de La Fontaine. Des fables peu connues mais étonnantes. C'est qu'on ne sent plus du tout le geste de l'écriture. Le miracle de La Fontaine, c'est le miracle de la langue française, c'est qu'à un moment, on ne sent plus la fabrication. Et c'est pour ça que le XVIIe est un siècle pour un acteur essentiel, parce que c'est le siècle qui nous donne la contrainte et qui produit la liberté. Et pour un acteur, il n'y a rien de mieux que d'être au milieu d'une contrainte pour trouver la véritable liberté. Et la langue française est nourrissante, prodigieuse. Je suis très ému. Bernard Pivot a été très important dans ma vie. Ouais. Monsieur Laferrière, faut pas l'emmerder parce que c'est l'incarnation. On va pas l'emmerder d'ailleurs. Hein. Une grande incarnation. Bernard, quand est-ce que la merveille... Et puis alors, on va justement... Peut-être c'est Fabrice qui va nous la présenter parce qu'on a une chance inouïe ce soir. On a une chanteuse merveilleuse qui nous fait un cadeau formidable. C'est de chanter en direct. Fabrice. Est-ce que tu as la gentillesse de chanter? Absolument, Fabrice. Pour vous, je ferai n'importe quoi. Voilà. Vous êtes adorable. C'est la merveilleuse Nolwenn Leroy qui est avec nous. Elle a un disque merveilleux immense, qui s'appelle J'aime. Ne la réduisons pas aux yeux bleus, au fait qu'elle est jolie. C'est une grande artiste. Parce qu'elle ne fait pas ce qu'on appelle en force vocale, et pourtant il y a des reliefs, il y a des ruptures, il y a des nuances. Mais alors à moi je suis nuance, disait Nietzsche, on attaque. Allez, avec Sébastien à la guitare, merveilleuse Nolwenn Leroy d'être avec nous. C'est en direct, c'est une exclusivité sur TV5 Monde, rien que pour vous. On rêvait d'irréel, de joyaux sous les pierres, de pépites dans le lit des rivières. Sous nos crânes de cristal, des fantômes d'illusions nous cachaient le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la pierre, trouver sous la chair, ces gemmes arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille, oui je serai sûre de trouver ces gemmes arc-en-ciel, éternelles, immortelles. On tenait palpitant sous nos peaux d'érythrée, dans sa cage, un rubis non taillé. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre, trouver sous la chair, ces gemmes arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille, oui, je serai sûre de trouver ces gemmes arc-en-ciel, éternelles, immortelles. Moi je veux chercher, moi je veux creuser et trouver ces gemmes, et celui que j'aime passe-t-il loin du ciel, sur la terre, dans ma chair. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre,
trouver sous la chair ces gemmes arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Si mon cœur est pur, si je m'émerveille, oui, je serai sûre de trouver ces gemmes arc-en-ciel, éternelles, immortelles. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nolwenn Leroy. Bernard, je vous vois admiratif, là. Ah, la voix ajoute de la poésie aux mots. Hein. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est ça qui est magnifique. C'est beau, Dany. Ah, mais je suis touché totalement. Hein. Mais je regardais ses pieds. C'est vrai que cette question de nuance, toute l'énergie se retrouve là. C'est comme si elle cachait toute cette énergie-là. Elle nous donnait tout ce qui est bien. C'est touchant, Fabrice. Oui. Oui, ça fait penser à cette phrase de Paul Valéry qui est admirable. La voix humaine me semble si belle, prise à sa source, que les acteurs, le plus souvent, me sont insupportables, qui prétendent faire valoir, interpréter, quand ils débauchent les intentions, altèrent les harmonies d'un texte et qu'ils imposent leur lyrisme au chant propre des mots et des chants combinés. Et c'est le contraire qu'elle a fait. Elle a exactement pas mis de lyrisme faux. C'est admirable, cette phrase de Valéry. Vous savez, la plus grande phrase de Valéry, c'est les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage. Ça va lui parler. Et non point la station. Oui. L'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve, mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les rompt, et tout s'en va dans les profondeurs. C'est une illustration géniale que si on s'attarde sur le mot, si on s'attarde, on l'alourdit et ça part dans les profondeurs. Et le génie d'un écrivain de cette dimension, c'est que ça part dans la fluidité. J'avais parlé de ça à Roland Barthes, rue Saint-Denis. Il m'avait dit, vous avez beaucoup de chance d'être encore enthousiaste. J'ai dit oui, j'ai une névrose d'admiration. Je suis comme... j'adore Sioran et on admire. Et toi, tu fais le lien, c'est ton boulot. T'es TV5 Monde, je ne te connaissais pas profondément, mais je te tutoie parce qu'on est dans une ambiance socialiste. Et il y a Dany Laferrère, alors vas-y. On va se tutoyer. Hein, tu es Nolwenn, physiquement étonnant. c'est le monde entier qui nous écoute et c'est touchant. L'album, là, il vient d'arriver, s'appelle J'aime. Mais c'est GE, 2ME. GE, 2ME, oui, absolument. c'est quoi? C'est la pierre précieuse à travers laquelle passe la lumière. Et oui, en ce moment, je l'épelle très souvent. D'ailleurs, je fais souvent référence à Monsieur Pivot. On me dit j'aime, mais j'aime, J'. Je fais non, une j'aime. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde ne connaît pas la signification du mot j'aime. Alors je l'explique à chaque fois. Et oui, c'est la lumière. C'est la lumière qui vient de l'ombre, de la pierre sombre que l'on taille et qui devient j'aime. Et pour en revenir à ce que disait Fabrice tout à l'heure par rapport au français, qu'on n'est jamais loin du français, c'est grâce à vous, c'est grâce à TV5 Monde. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve au bout du monde, en tournée récemment en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, on se retrouve toujours dans la chambre avec TV5 Monde et c'est toujours ce petit bout de la maison que l'on recherche où que l'on soit dans le monde et c'est toujours agréable d'entendre le français aussi lorsque l'on est loin, c'est rassurant et réconfortant. Et puis j'aimerais aussi dire un mot sur le breton aussi parce qu'on parle de la francophonie. Et c'est vrai tout que le monde a aimé, le breton aussi et les langues régionales font aussi partie de la francophonie, donc c'était important aussi d'en parler, bien sûr. Merci Nolwenn Leroy. Merci infiniment. Elle a fait un 6e disque et elle a fait un bébé en même temps. Elle a fait deux choses merveilleuses. Hein, mes deux j'aime. C'est vrai. C'était un bonheur. Restez encore avec nous si vous voulez, Nolwenn, parce que la chanson, moi je me tourne vers Bernard, parce que j'avais une chanson qui disait « Il rend intelligent même les plus sots ». Les soirs d'apostrophe, et même ceux qui font l'amour sur la table arrêtent leurs ébats coupables. Ils prennent leurs pieds en regardant le show de Bernard Pivot. C'était une chanson de Pierre Perret. Oui. Il avait, je sais pas, passé un matin à Europe 1, c'était il y a longtemps, c'était du temps d'apostrophe, et il lui avait téléphoné la veille pour lui dire tu pourrais pas bricoler quelque chose sur Pivot. Et il avait passé une partie de la nuit à écrire ça, et le lendemain il avait chanté cette chanson qu'on peut trouver dans un de ses disques d'ailleurs. J'étais très flatté. Mais oui.
C'est incroyable. Vous êtes un passionné de Jean-Jacques Goldman, Fabrice, c'est ça, hein? Vous chantez du Oui, parce que Goldman. je vais te dire. Comme je vais Nolwenn, vous qui dire, connaît cher Nolwenn, ami, qui connaît Goldman par Il y a cœur. quelque Qui chose chante pas du de Goldman, bien sûr. la dimension biographique de rimbaldienne. Alors, on ne va pas tout niveler. Il y a Arthur Rimbaud, et je connais un tout petit peu Goldman, très mal, mais un peu. Et il n'est pas question de comparer un génie immense comme Rimbaud et un très grand musicien qui est Jean-Jacques Goldman. Mais il y a un point commun. Ils savent s'arrêter avant. Ça, c'est quand même le grand geste aristocratique. Rimbaud quitte à 20 ans, après avoir écrit une saison en enfer, parce que tout le monde dit « Oh, Rimbaud », mais personne ne comprend rien à Rimbaud. Les Illuminations, qui est comme un accomplissement hallucinant, il a écrit Le bateau ivre à 16 ans et demi, je regardais les chaussures et je me disais, j'avais l'impression d'un vers, tu sais, à un moment, je sais les cieux crevant en éclairs, et elle qui aime la Bretagne, je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Moi, j'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets. Pareil, il y a des acteurs de drame très antiques. Bon, je le joue depuis 3 ans, donc je le connais bien, mais enfin, je l'ai trouvé, j'ai été très en force pendant 2 ans et depuis 2 mois, je m'approche vaguement de l'interprétation. Pourquoi je vous dis tout ça? Et Goldman s'arrête comme Rimbaud, c'est le chiquissime. Il n'est pas là dans l'énième répétition. Un jour, je lui ai demandé, on faisait les restos du cœur, je suis tellement pas doué par le chant que gentiment il m'a essayé de m'aider. Quelle chanson vous avez pris, moi, j'avais Fabrice? la première qui m'avait fait, c'est Sandrine Kiberlin. Tout. À présent, je te dis tout, tout, de ce vide entre nous, de tes mains désabusées. J'adore la métaphore, parce que moi, je suis dans Rimbaud, dans Verlaine, là, je suis dans les écrivains par de la joie, et des fois, je découvre des phrases comme tout, à présent. Tu vois, t'imagines la dépression de la nana qui dit à son mec, tout, à présent, je te dis tout. Imaginez sans musique, tout. À présent, je te dis tout. Déjà, ça, très mauvais signe. La nana te dit tout. De ce vide entre nous, elle a un côté existentialiste, elle voit la vacance de Schopenhauer. De ce vide, de tes mains désabusées, l'érotisme, le concept de la demi-molle. Il n'y a plus d'érotisme. Une jeune fille, une jeune maman. Mais alors attends, elle est grande, elle est dionysienne, et la phrase de Nietzsche est nette, la femme est une énigme, et tout est énigme chez la femme, écrit Nietzsche dans Zarathustra. La seule réponse à cette énigme est contenue en un mot, la grossesse, et l'homme n'est qu'un moyen vers ce but, ainsi parlait Zarathustra. Et juste une phrase, et après je me tais. Vous vous précipitez vers les autres et vous dites que vous avez de l'intérêt, mais je perce à jour votre désintéressement. Vous allez chez les autres par désamour de vous-même. Et c'est le contraire de ce que vous faites. Maintenant, on parle de nos amis. Je voudrais qu'on vous fasse entendre juste un extrait de quelque chose, d'une émission. Regardez, un vrai bouillon de culture. Bernard, très grande forme ce soir. Mais bonne humeur, vous pourriez être nostalgique, pas du tout. Dynamique, vivant, physique, comme il est, quoi. Et ben vous finissez par être assez beau. À mon avis, il y a eu un incident. Le pivot, il est beau. Alors parlons aux gens passionnants. Merci Nolwenn. Nolwenn vient de nous quitter, on la remercie, on l'applaudit bien fort, Nolwenn. Merci Nolwenn, merveilleux. Mais... Alors là, quand même, ça demande un commentaire, Fabrice. Il est toujours beau, le pivot. Non, mais Fabrice n'a pas changé. C'est extraordinaire parce que là, comme si j'étais l'animateur, je le retrouve mêlant les citations avec une magnifique Mandine. Et puis, et à un moment, il passe à ses mots à lui. Et souvent, ça va tellement vite, tellement qu'il faut bien prêter attention. Parce qu'on se dit, mais je suis encore dans Rimbaud ou je suis déjà dans Lucchini. C'est ça qui est formidable. La première fois que j'ai vu, c'était à Pivot, c'était sur La Fontaine. Et je me dis, c'est pas possible, c'est pas La Fontaine. Et c'était La Fontaine. Oui.
Je dois rendre hommage à mon professeur, Ouais. Jean-Laurent Cochet, Bien le sûr. plus grand homme, le grand transmetteur de la langue française, qui nous donnait comme exercice de raconter notre vie, très banale, et tout d'un coup d'intégrer un très grand texte de Molière et de La Fontaine, et évidemment de surtout pas faire ce que font les comédiens, de dire, comment tu t'appelles, Jean-Claude Draillot, à toi, le moindre solécisme en parlant vous irrite. Mais vous en faites... Non, c'est pas ça, ça c'est pas possible. Il faut continuer à dire, par exemple, tu sais, ce chef-d'œuvre, ces 2 lignes, je vous l'ai dit tout de suite dans le même mouvement, parce que tu me fais penser, tu m'inspires, j'ai lu vos romans. Et vous m'inspirez sur ça, par exemple, quand tout d'un coup il dit... Le pauvre, avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ? Et l'autre personnage qui n'a rien à voir avec lui dit oui, hier il me fut lu dans une compagnie. L'autre dit vous en savez l'auteur. L'autre dit non, mais je sais très bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Comme c'est l'autre qui l'a écrit, l'autre répond beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. L'autre dit cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. L'autre dit je sais que là-dessus je n'y suis point du tout et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables. Oh, me préserve le ciel d'en faire de semblable. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Merveilleux. Bah oui. Mais non, mais Oui. le silence qui suit est sublime. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Imagine, Pivot est à côté d'un mec ou à côté de toi et tu dis, et l'autre te dit, oui, j'ai vu le bouquin de ce monsieur, très mauvais. Ah bon? Beaucoup de gens le trouvent admirable. Oh, si vous l'avez vu, vous serez misérable. Oh, ben, je suis pas d'accord. Et je t'ai dit que je suis pas d'accord parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est là le génie de Molière. Et là, Molière dit, vous? Et l'autre répond, oui, moi. Et là, il dit cette phrase, je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est pas sublime. Et l'autre répond, c'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Et l'autre dit, il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours. Et là, ils s'insultent, et ils finissent par la plus grande réplique de Molière dans Les Femmes savantes. L'autre lui dit, souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit, ce qui ne t'arrivera pas. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et l'autre lui répond, et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Voilà, ça s'appelle Molière, ça s'appelle la langue française. C'est merveilleux, Bernard. Il peut, Ouais. on peut aller voir une pièce de Molière, il jouerait tous les rôles. C'est C'est formidable. merveilleux. Et Dany, Juste un mot, Dany, je oui. dois beaucoup de choses à Bernard, Oui. car Bernard a lancé l'idée que j'aurais été un bon prof. Et ils ont tous répété la même chose. Maintenant, on Ouais, s'occupe de Dany. Dany, dans le fauteuil de Montesquieu. Voilà. Il est là, l'Académie française. On est tellement heureux, Dany, de Merci. vous avoir ici. Ces livres merveilleux, c'est Haïti, c'est le Québec, c'est la francophonie, c'est cette langue. Alors, Fabrice le disait, c'est pas une langue d'écrit, c'est une langue qui vit, c'est une langue qui est vivante, qui sort, qui surgit de la réalité. C'est ça, une langue parfumée. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je me vois écrire. Je suis toujours dans ce mouvement-là, dans ce désir-là. Je ne vois pas d'achèvement. Tout à l'heure, on parlait quelque chose qui m'a rappelé Montaigne. C'est pas la destination, c'est vraiment le trajet, le parcours, le chemin qui m'intéresse. Je vois toujours un livre qui est en avant et que je n'arrive pas à atteindre. Et je vois toujours aussi un temps, un instant que je n'arrive pas à atteindre. J'ai toujours voulu écrire le présent. Et c'est difficile parce que je suis toujours en retard d'une seconde. Oui, mais écrire aussi sur les souvenirs, sur le silence, écrire sur l'air, écrire sur tout ce qu'on peut avoir, écrire aussi pour une grand-mère, écrire aussi pour la jeunesse, pour l'enfant que vous avez été. Oui, tout à fait. J'étais à Petit Gouave dernièrement, c'est là où j'ai passé mon enfance. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la chose littéraire devient toute simple. J'ai voulu que tous ces gens-là qui étaient autour de moi, qui m'ont permis de traverser la nuit de la dictature, et je voulais les mettre dans un livre. Je pensais que ces gens-là méritaient d'être dans la fiction, d'être dans un livre. Alors j'ai regardé ma grand-mère, et ça a pris du temps avant d'accepter ça. Parce qu'on nous a tellement imposé de grands personnages qu'on a oublié qu'ils étaient au début des personnes tout à fait normales, un peu ce que Lucchini vient de faire là, c'est-à-dire en nous faisant sentir que le dialogue de Molière était un dialogue qu'on pouvait avoir. Et comme ça, on a oublié que c'est parce que Tolstoï en a parlé qu'ils sont devenus de grands personnages. Et j'ai regardé ma grand-mère et j'ai vu tout à fait, elle était au cœur de la littérature.
quand j'étais enfant, sur la petite galerie où elle avait sa cafetière, tout pouvait être transposé. Cette cafetière peut être aussi le truc du génie. Le café ressemble bien à l'encre. Et ce temps suspendu où elle s'asseyait, elle regardait passer les gens, elle leur offrait du café. On peut se croire à Athènes au moment de la gestation de la philosophie. Et je regardais cela et j'ai dit comment convertir cette petite ville de province, apparemment si pauvre, où les gens passaient dans ma rue sans s'arrêter, parce qu'ils vont toujours ailleurs, on ne s'arrête pas. Et là, dans ma rue, et comment convertir tout ça? Comment voir Athènes là-dedans? Et ça prend du temps, parce qu'il y a tellement de choses. Paris offre tellement de grandes choses. Montréal, Berlin, Madrid. Et je me suis dit, mais il se passe quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'imaginaire et de la dignité de la fiction. C'est magnifique. Je voudrais juste qu'on écoute un autre extrait. C'est quand Bernard parle d'amour, parce qu'au fond, les mots sont toujours et souvent des mots d'amour. Bernard. L'amour, on ne le fera pas ce soir parce que c'est pas le lieu, mais on en parlera. On écrit, je crois effectivement qu'on ne peut pas écrire sur l'amour à chaud. On ne peut pas écrire en étant amoureux, ça me paraît incompatible. Et surtout, on ne peut pas écrire pour. À Goudi, les lettres d'amour, remarquez, on m'a fait déjà la remarque. On m'a dit que je ne m'en servais jamais des lettres d'amour, n'est-ce pas? Ce sont déjà des lettres littéraires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est déjà un genre littéraire. Les lettres d'amour, généralement, celles qu'on a, ce sont celles d'amour malheureux. Oui, c'est ça. On a les lettres de quelqu'un, de Napoléon, qui sont chez des films, ou de la Régence portugaise. Hein. On n'a jamais la réponse, c'est toujours des lettres d'amour malheureux. On n'a jamais la réponse aux lettres d'amour. On n'a jamais la réponse aux lettres d'amour. Bah, oui, moi par exemple, je me rappelle, je l'ai raconté, un mariage, j'étais tombé fou amoureux d'une cousine, mais une cousine éloignée, deux fois éloignée parce que cousine, hein, et en même temps elle habitait sur la Côte d'Azur, donc très loin de la région lyonnaise. Et donc je lui ai envoyé une lettre d'amour, mais je l'ai soignée, je l'ai bichonnée cette lettre, j'en tiré des mots, j'ai fait des propositions, j'ai fait vraiment, c'est une lettre magnifique, mais vraiment très belle. Et c'était évident à la lecture de cette lettre, elle serait enthousiasmée, etc. Et bien, ça fait 61 ans que j'attends la réponse. Ah oui. Ah ben là, à mon avis, on lance un appel. Elle était trop bonne, trop belle, elle s'est contentée de la lettre. C'est merveilleux. Souvent, ça arrive. Et moi, la plus belle lettre d'amour, j'ai découverte comme ça dans un tiroir quand j'étais enfant à Petit Goave. C'est quelqu'un, je crois, c'est une dame lavandière qui travaillait, qui venait dans la cour, et elle avait envoyé cette lettre à mon oncle. C'était « Si tu m'aimes vraiment, envoie-moi $5. » On parlait d'argent. Bien sûr. Et ça me fait penser à la très jolie phrase de Barthes dans le fragment du discours amoureux, grand livre. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. Et Barthes dit, si Werther ne s'était pas suicidé, il aurait écrit les mêmes lettres que les lettres qu'il a écrites à Charlotte. S'il ne s'était pas tué, il aurait écrit les mêmes lettres à une autre femme. C'est la grande idée proustienne qu'en réalité, l'état amoureux, enfin cette projection magnifique, Roland Barthes de l'entendre chez Pivot. Ouais. Un pivot très réconcilié dans le réel, très jeune homme brun, plutôt doué, surtout doué pour la vie, avec des gens très... Sagan. Écoutez, là c'est étonnant parce que Sagan et Barthes ne s'étaient jamais rencontrés. Donc ils se rencontraient pour la première fois. J'ai vu l'émission. Et ils étaient très flattés d'être en face de l'autre. Parce que Sagan, pour Barthes, bon, c'était le grand intellectuel. Et Barthes était content aussi d'avoir quand même une jeune femme populaire, best-seller et tout. Donc il était très flatté. Une belle rencontre. Alors je crois que pour Fabrice, le plus grand jour de ta vie, ça a été un bout de papier avec un numéro de téléphone dessus. C'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est dans mon spectacle. C'était l'écrasante défaite de Perceval le Gallois, octosyllabe, le pur français traduit merveilleusement par Homère. Je te dis juste un vers pour te montrer à quel point c'était beau. Une jeune fille accueille Perceval que je jouais et elle lui dit « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères, moule beau aviez. » Et j'ai dit à Homère, ça va pas passer 2h20 comme ça marchera pas. Et il a voulu, et on a fait il a fait un travail génial. Et ça a été l'horreur. C'est Jean-Louis Boré, le grand critique, a écrit dans le Nouvel Observateur « Quel dommage que
que Perceval soit joué par ce Nigenouille sans charme. Le Nigenouille, c'était moi. Et ça donnait un écho à François Chalette, ça pour vous dire que c'est pas facile de devenir comédien quand on part difficilement. François Chalette avait dit il ressemble à Serge Lama dans La Dame aux Camélias. Alors, ça, c'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil, non, mais pour te vraiment, montrer. hein. Bon. Et résultat, Barthes s'est lancé au Collège de France dans un grand panégyrique. Alors, je me suis précipité. J'ai attendu la fin du cours, il n'y avait que des psychiatres, il y avait 1000 personnes, tous les gens arrivaient de la nuit, du palace où ils avaient dansé toute la nuit, on les voyait dire « Où tu vas ?»« Je vais au Collège de France !» Et on voyait les gens complètement défoncés. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui attendaient Barthes arriver en tenue de week-end, velours, tout. Et il commence à parler le concept du c'est ça, le concept du temps qu'il fait. Et je vois des milliers de personnes qui écrivent le concept du c'est ça, le concept du temps qu'il fait. Je me dis, c'est très étonnant que des gens écrivent le temps qu'il fait. Il a raconté que chez sa boulangère, la dame a dit quel sale temps. L'auteur a dit non, il fait beau. Et Barthes a développé le concept du temps qu'il fait. Et là, je m'approche de lui et je lui dis, vous avez dit du bien de Perceval le Gallois? Il me dit, oui, le film n'est pas à son époque. Il est trop étonnant. Et je lui dis, je suis Perceval. Il a reculé, je me rappellerai toute ma vie. Il a dit, vous êtes Perceval? Oui. Alors... il avait une composante d'affection pour les garçons et il me dit j'aimerais beaucoup en parler avec vous. C'est véridique ce que je vais vous dire. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone? Et j'en revenais pas parce que je pouvais pas lui dire très ambigu, monsieur Barthes. Je dis qu'on me demande mon rapport au téléphone. C'était tout le côté Barthes. Que ton pote qui passe, qui avait fait un Barthes par lui-même, qui lui avait fait de la peine, mais qui était si drôle. Le Barthes de ton pote, Barthes par lui-même. C'est le merveilleux Patrick Rambaud. Mais il a eu tort de souffrir et Dieu sait que je le comprends. Et je vous la fais rapide. Barthes me donne son téléphone. Tout le monde dit il a le phone de Roland Barthes. Et moi, très fier, je pars avec le col. Et je l'appelle 3 semaines après. Je vais chez lui, je lui parle de Flaubert, je lui parle de Montesquieu. Parce que Flaubert avait une passion pour une phrase ternaire. Je connais mal Montesquieu, mais Flaubert a des passions. Et il y en a une où il disait, par exemple, les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus. Il était terrible dans la colère, elle le rendait cruel. Ça rendait dingue Flaubert, la perfection de cette phrase ternaire. C'était à Saint-Lamo, un faubourg de Catin. Et alors j'arrive chez lui. Il y a une atmosphère très étrange, comme il est un peu affectueux avec moi, je suis troublé parce que je suis pitoyablement hétéro. Et lui ne voulait pas une sodomie violente, mais n'aurait pas craché sur me faire une petite gâterie possible, une turlute, ou alors un patin. Et moi, je suis un peu déstabilisé. Et tout d'un coup, je lui dis, vous savez ce qui est étonnant chez vous, Roland Barthes? Je vous jure que c'est une histoire vraie, hein, Bernard. Vous savez ce qui est génial chez vous, Roland? Il me dit quoi? Il avait un charme immense. Mais pour moi, c'était le génie, c'était Deleuze, c'était Foucault, c'était Freud. Et je lui dis, venez dans votre entrée. Je vous jure que c'est vrai. On va dans l'entrée, il y avait un pater avec une patère ou un pater où il y avait ses manteaux et dessus, il y avait un très grand béret. Et je le regarde et je lui dis, vous, Roland Barthes, inventeur de la sémiologie, inventeur du principe du plaisir du texte, vous, le génie littéraire qui déstructurait tout le roman, la déconstruction, vous avez un béret. Il m'a regardé, et alors, un béret! Et il m'a répondu, mais je suis basque. Et j'ai réussi à faire dire une association normale à Roland Barthes. J'ai réussi à lui faire dire, mais je suis basque. Ça, c'est un truc sublime. Je l'ai mis dans un de mes spectacles. Dany, c'est merveilleux. C'est les mots. C'est l'oralité. Vous avez vu la beauté quand il a parlé? Non, mais la beauté, comme on y était, la mer qui incarne l'éternité, tout, qui incarne la cosmogonie globale, le café qui peut devenir Platon, Socrate, Nietzsche. C'est ça son talent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Dany? Dany, entre autres mérites, mais il a dit ce que doit avoir un écrivain pour écrire une œuvre. Il doit avoir de bonnes fesses. C'est vrai. C'est physique, écrire aussi. Ben oui, parce que si tu n'as pas de bonnes fesses, tu ne peux pas écrire. Pas seulement une Remington. Parce que, oui. Ça veut dire rester très souvent assis. Oui, rester souvent assis. Parce que tout nous pousse à nous lever, à regarder par la fenêtre. Il y a quelques écrivains qui ont écrit debout. Victor Hugo. Victor Hugo écrivait debout. Rimbaud. De bonnes chevilles, dans ce cas-là. Rimbaud. Mais c'est-à-dire la position fixe.
La position fixe, il y a beaucoup de gens, hein, même enfants, qui ne peuvent pas rester et sans bouger. C'est un art qui est proche du cordonnier, de celui de la couturière. Ce sont des métiers où il faut rester tranquille, où il faut rester assis. Ouais. La langue, si elle ne veut pas se scléroser, elle doit frémir, elle doit bouger, elle doit s'ouvrir, Bernard. Et elle doit inventer des mots. Oui. Et d'ailleurs, oui, bien sûr. Et ben, par exemple, il y a un terme du cinéma, c'est bancable. Alors, bankable. Non, ça c'est en anglais. Non, bancable. Il est bancable. Fabrice est bancable. Ça, c'est évident. Oui. Les producteurs mettent du pognon sur lui, ça c'est vrai. Donc il est bancable. Alors pourquoi pas, moi je suis pour, hein, un néologisme, c'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils l'écrivent avec un K. Et, au lieu de mettre banque, Q-U-A-B-L-E. Et là, je suis contre. Ah bah t'as raison. Tu comprends, je suis contre. Oui. Bancable, non, pas de K. Mais surtout pas de K. Mais oui, bancable, B-A-N-Q-U-A-B-L-E. Là, je suis pour. Mais pas de K. Vous êtes pour. Petite anecdote d'Éric Romer qui supportait pas le franglais. En fin de journée, les gens disent souvent, vous venez, toute l'équipe technique, on se donne rendez-vous pour aller voir les roches. Et Romer disait, je vous interdis de dire les roches. Ouais. Alors les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on va dire faites ce que vous voulez, vous dites on va voir les bouts. Et alors on entendait les gens qui disaient on se voit tous tout à l'heure pour aller voir les bouts. Alors, évidemment, ça fait très étrange, mais les roches ne sont que des bouts. Et ils ne voulaient pas qu'on dise les roches. On invente des mots aussi en Haïti. On invente ces mots, Dany. Oui, tout à fait. On passe notre temps à inventer. Déjà, d'abord, la façon de nommer les gens, puisque la plupart des noms de famille sont très simples. Hein. C'est Jean, c'est Joseph. Mais on se passionne pour les prénoms. Et souvent, dans la paysannerie, c'est des prénoms grecs, c'est des prénoms de philosophes. Et je me souviens, mon grand-père était officier d'état civil. Et il recevait, j'étais dans une ville de province, on avait toujours des paysans qui venaient pour s'inscrire à l'acte de naissance. Et ils avaient des prénoms, mais l'État avait dit de ne pas donner des prénoms complètement stupides et de ne pas donner aussi des prénoms presque diaboliques. Ah, quelqu'un pourrait s'appeler Hitler, enfin, il ne faut quand même pas cela. Et lui, il a dit, le prénom de votre fils, Christophe. Et l'année suivante, il a un autre, et son prénom, il dit Colomb. Et il est venu une troisième année, et c'était le verbe débarquer, débarquer. Alors, il avait trouvé un livre d'histoire, il lisait tout simplement la phrase, et il entendait donner toute la phrase à son fils. Mais c'est vrai qu'il y a un délire verbal en Haïti, et on n'a pas de précaution, on ne prend pas de précaution. Et ça va souvent chez les insulaires, parce qu'à un moment donné, on se sent seul sur son île. Haïti, les Antilles viennent d'être ravagées par les cyclones. Il y a des moments de grande solitude, et on fait comme on veut. Déjà, les noms ne sont pas légitimes, puisque quand on remonte à l'esclavage, on portait le nom du propriétaire de la plantation, du propriétaire de l'habitation, comme on appelait. Donc personne ne se sentait bien avec ce nom qui pouvait remonter au maître. Donc on pouvait s'éclater comme on veut. Oui, la langue vivante, je ne l'ai pas apprise à l'école. Elle courait quand j'étais enfant, dans le quartier des Abbesses. Il fallait prendre l'autobus, numéro 80, Fabrice, pour trouver les mots de la langue. Il y a un lien possible qui peut nous réunir tous les trois. On voit bien qu'il sait faire vibrer l'irrationalité, l'absence de surmoi d'Haïti. Cette espèce de tradition orale mélangée, mystique et en même temps sorcellerie. Je dis sorcellerie parce que je ne connais pas les termes. La première fois que la langue m'est arrivée, c'est une chose un peu à la Haïti. C'était des voyous aux Abbesses, des gens qui avaient été délinquants, graves, assassins, tout ça. Et il y en avait un qui demandait, il était 19h20, dans la nuit, place des Abbesses, 19h20, soir d'octobre. Et il lui disait, accompagne-moi aux prises uniques. Et j'écoutais ce dialogue surréaliste. Le gars résistait à l'idée de l'accompagner, aller acheter des chaussettes. Non, je te dis. Et à un moment, j'ai entendu, tu veux vraiment pas m'accompagner? L'autre, il dit non. Et il lui a dit, tu te dérobes? J'ai trouvé ça totalement génial. Tu te dérobes. Oui. Pour... ça donnait une dramaturgie au rien. Tu te dérobes et le mot arrache. Allez, on s'arrache. Il n'y a rien de plus beau de dire allez, on s'arrache. On s'arrache. Voilà où la langue, elle est géniale. Et pourquoi Céline derrière l'abjection?
Pourquoi Céline, en ce moment-là, dans mon spectacle, Les écrivains parlent d'argent, je redis encore, pour une surprise sans futune, 1929, la découverte de New York, une surprise sans futune à travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes. Écoutez bien le génie de la langue. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et puis des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout. Raide à faire peur. Mais comment il a amené cette espèce de chanson, la chanson célinienne, le mélange de Madame de Sévigné avec de l'argot. Donc, la langue m'est arrivée par les voyous des abbesses et après par Céline. Ce que je voudrais, c'est que, si tu permets, c'est que Dany raconte comment, dans chaque pays, il faut défendre une langue souvent qu'on n'attend pas. Rappelle-toi, tu m'avais raconté ça quand j'avais fait le double jeu avec toi. Ah, oui, tu te rappelles? Absolument, je me rappelle très bien. C'est qu'en Haïti, naturellement, il y a toujours un débat dans les pays qui ont été colonisés sur quelle langue on doit parler, quelle est la langue la plus légitime. Et naturellement, la langue du colonisateur est prise à défaut et attaquée. Donc le français. C'est le créole qu'il fallait. Donc on défend le français. Alors je quitte Haïti, j'arrive à Montréal, pays de langue française, langue un peu trouble pour moi. On dit non, pas du tout, il faut défendre le français. C'est le français qui est la langue du colonisé ici. Donc c'est l'anglais qui nous colonise. On parlait du Canada anglais en fait. C'est l'anglais qui nous colonise. Je quitte Montréal, je vais à Miami. On dit non, il faut défendre l'anglais parce que l'espagnol nous envahit. Et finalement, ça veut dire quoi? C'est les gens qui sont en question. C'est pas les langues, c'est les situations. Mais en parlant de langue haïtienne qui fait des découvertes liées à la culture et à la philosophie haïtienne, la première fois que j'ai été à l'émission de Bernard Pivot, c'était pour un livre Pays sans chapeau. Ouais. Et c'est une merveille. Ce titre n'est pas de moi. Et il est de la culture haïtienne. Pays sans chapeau, ça veut dire que les Haïtiens avaient remarqué que personne n'avait jamais été enterré avec son chapeau. Donc l'au-delà, c'est un pays où l'on ne porte pas de chapeau. Et c'est extraordinaire parce que c'est peut-être l'une des rares fois dans l'histoire humaine que le marchandage avec l'au-delà ne soit pas quelque chose, un deal affreux, comme on pourrait dire, et un contrat affreux entre l'enfer, un contrat, hein, c'est bien de dire mal pour dire bien après, un contrat affreux entre l'enfer, le paradis, le purgatoire, une affaire d'âme, c'est juste tout simplement un endroit où l'on ne porte pas de chapeau. C'est bien. Écoutez, c'est une bonne définition. Oui, pays sans chapeau. Oui. Et on le dit dans le langage populaire, il est mort, ça veut dire il est passé au pays sans chapeau. Les mots, Bernard les a toujours défendus, même jusqu'à parfois l'absurde. Écoutez. Non, mais je dois te faire remarquer. Bernard, un extrait. Tu veux? Oui. Ah bah si tu veux, oui, vas-y. Allez, on écoute. Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûres. On peut acheter quelque chose avec rien, vous le saviez ça? Bien sûr. En le multipliant. Une fois rien, on sait rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup, hein, mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Alors maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Oui, ben, parlons d'autre chose. C'est extraordinaire, là. Oui, Bernard. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la journée contre la maladie d'Alzheimer. Oui. Eh bien, c'est quand même une bonne occasion aujourd'hui de se rappeler l'importance des mots dans notre vie. Parce que moi, je pense à toutes ces personnes âgées. Les mots sont tirés comme des étourneaux. Ils sont tirés. Ils avaient des mots dans la bouche, ils avaient des mots dans le crâne, ils se sont tirés. Ou s'ils sont restés, ils sont dans un désordre absolument épouvantable dans leur tête, dans leur bouche, et ils sortent des phrases, on dirait
la poésie surréaliste, c'est effrayant. Et je veux dire que dans une journée comme celle-ci, parce que moi je suis à un âge où on peut prendre cette maladie, elle est là, elle est à la porte, elle nous guette, et se dire quand même que rendons hommage aux mots, à notre langue, parce que l'usage des mots, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie. On est tissé de mots. Et c'est vrai, on dit j'ai perdu la mémoire. En fait, c'est les mots qu'on a perdus. Ben oui, c'est les mots. Ouais. Les mots sont précieux, Fabrice. Oui, on ne peut pas dire plus beau que ça, oui. C'est-à-dire que ils sont le matériau pour arriver directement à la pensée de l'auteur. Mais il faut les déjouer dans notre métier. Il faut les aimer, mais pas les jouer. Les déjouer. Il ne faut pas dire ce qui est déjà dit dans la phrase. Vous voyez, là, j'apprends un texte pour jouer quelques heures avec Vidocq, avec Vincent Cassel, et ils m'ont donné un texte à apprendre depuis quelques jours. Et à un moment, le personnage va dire à Vidocq, joué par Vincent Cassel, c'est pas encore tourné, hein. C'est une espèce d'exclu, éviter. Je hais ces gens qui disent, qui finissent plus les mots. Et alors on va à une conf, c'est effrayant, la petite. Le pire mot, c'est. Non, mais moi j'ai envie de dire que c'était juste du bonheur. C'est terrifiant comme tic de langage sur ce que Céline appelle la fainéantise d'âme. C'est dire juste, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire ce qu'il a incarné, enrichir d'une tasse de café, d'arriver à Socrate et à Platon. Non, on dit, non mais c'est juste du bonheur. Ou alors le plus terrible, un diabolomante, et on te répond, pas de souci. Toutes les secondes maintenant, les gens vous disent, pas de souci. On comprend bien qu'un diabolomante ne va pas produire un état métaphysique. Donc on sait bien que normalement, ça ne devrait pas procurer des grands soucis. Mais tout ça pour dire que je dois dire à Vidocq, vous voyez là, elle était là, la guillotine. On est dans un grand hôtel, elle était là, la guillotine. Avez-vous déjà assisté à une exécution publique, Vidocq? Alors Vincent Cassel va me répondre comme il aura envie. Tout le monde devrait avoir vu ça au moins une fois dans sa vie. La foule qui hurle, qui injurie, qui insulte, qui demande des têtes et des chaussures. Pour Marie-Antoinette, c'était une obsession. Ils réclamaient tous ses souliers. Ils exécutaient une reine et ils pensaient à leurs pieds. C'est une grande erreur, Vidocq, de confondre le peuple et la foule. Le peuple est souverain. C'est le plus grand legs de notre révolution. Mais la foule, elle, c'est une chose affreuse. Eh bien, c'est assez sublime dans les temps que nous voyons. Les populistes qui parlent du peuple. Moi, dans le spectacle, les écrivains parlent d'un, je dis du Péguy. Et quand Péguy parle du peuple, ce n'est pas un populiste. Le peuple, c'est très, très mystérieux. La foule, c'est autre chose. Ouais, c'est la force des mots, Dany. Les mots de combat, les mots qui font que l'on est. C'est soi. La force aussi, c'est que la plupart des mots essentiels ne sont que d'une syllabe. Cœur, ciel, mer, terre, âme, eau. Enfin, on peut aller à l'infini. Un oubliant principal. Et ça, c'est une chose incroyable, qui est très court. 4 lettres. Dieu. Dieu, qui aurait fait, paraît-il, la terre entière, etc. On peut imaginer que son nom serait à la proportion de son œuvre. Pas du tout. Il est tout petit, il est tout rabougri, il a 4 lettres seulement. C'est bizarre, ça. Qui contient tout, c'est ça, c'est une syllabe. Et quand on allonge, déjà, on signale qu'on n'est pas dans la légitimité. Et quand on allonge, on peut employer le mot que Louis-Ferdinand Céline a inventé, parce que vous le saviez peut-être pas, mais blabla est une invention de Céline, ça n'existait pas. Vous pouvez tous plonger dans vos dictionnaires. Blabla. Et pourquoi on a rajouté un 3e bla alors? Blablabla. Voilà. Mais le vrai blabla, c'est la grande thèse célinienne. Ils vont pas au nerf de l'émotion, ils vont dans le blabla. C'est une invention célinienne. Une sorte de dérive, etc. Tu l'écrirais en 2 mots ou en un seul? Chez Céline, il est écrit en 2 mots. Moi, je crois qu'il l'a inventé. Je le mettrais. Est-ce que je le mettrais en 1 mot, en 2 mots? D'instinct, je mettrais 2 mots. Oui. Et toi? Moi aussi, mais je crois que dans le dictionnaire, maintenant, il est en un seul mot. C'est passionnant, hein. C'est incroyable de les avoir là. Magnifique. Et toi?
Toi, étonnant, parce Non. qu'enthousiaste, bonne humeur. Je ne fais rien. Tu n'es pas problémé. Ouais. Tu es Avant un l'émission, être- Bernard m'a dit tu as pris les plus grands bavards possibles. J'ai Mais- dit comme ça, je vais me reposer. Oui, mais on est des bavards qui donnons à chacun son espace. Ouais. On n'est pas du tout en train de se nier. C'est ces moments bénis où l'autre n'est pas une menace, mais une Absolument. résonance musicale. Là, c'est bien. Il y a une vraie Bravo. amitié entre vous. Merci. On s'applaudit. On s'applaudit. Ouais, on vous aime tous les trois. Eh ben, Mais on dit j'espère à bien tous les qu'ils gens nous qui aiment. aiment la France, c'est extraordinaire. Plongez-vous dans Balzac, plongez-vous, faites cet effort de lire. Il n'y a rien de pire, c'est très dur de lire. Il a fait ça toute sa vie. Mais moi, par exemple, j'ai un mal fou à lire. Je relis les phrases, je relis. Mais si vous saviez comme on se construit, comme on échappe au tam-tam ahurissant, qu'on échappe à tout grâce à la lecture. Je veux dire d'autres noms aussi. Ouais. Michel Tremblay, Régent Ducharme qui vient de mourir, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Aimé Césaire, Wol Soyinka. Et aussi de ces noms, j'en ai parlé ce matin, on parle aussi, on oublie que si on lit Tolstoï, si on lit Dostoïevski, si on lit Tanizaki, si on lit Bulgakov, si on lit Borges, pour ma part, c'est en français que je l'ai lu. Et là, je salue Édouard Glissant qui a dit « Je parle français dans toutes les langues du monde ». Qu'est-ce que c'est beau! Ouais. Qu'est-ce que c'est beau! Il faut la garder. Et un petit mot sur Sioran, qui a abandonné la langue roumaine pour parler français. Sioran qui a vécu son plus grand paroxysme en se promenant rue de Bussy un jour. Il a vu une concierge de l'hôtel, Lutetia, qui lui a dit « Bonjour, monsieur Sioran ». Et Sioran, qu'il aimait bien, lui dit « Comment allez-vous » Et elle aurait répondu « Ça suit son cours » et il est tombé en dépression nerveuse. Par ce concept de ça suit son cours. Et un jour, dans un immeuble, il y avait un général qui se plaignait tout le temps. Et Sioran devenait presque un homme optimiste. Il disait, mais ne voyez pas les choses trop en noir, arrêtez de vous plaindre. Et l'autre, tous les jours, disait, j'ai mal aux genoux, j'ai peur de perdre la tête, etc. Et puis, il se barrait, Sioran, je le mets dans mon spectacle, les écrivains parlent d'argent. Il lui dit cette phrase étonnante, il lui dit, Sioran finit par dire un lieu commun, il faut prendre les choses avec philosophie. Et le général aurait répondu obligatoirement, et Sioran est rentré écrire de l'importance des adverbes. T'aimes pas? C'est étonnant. Mais ce qui est extraordinaire, Bernard a dit aussi les silences de Marguerite Duras Ah, bah oui. étaient dans son incroyables. émission, Les silences je sont suis- aussi merveilleux je que les suis- mots. Et puis quand elle disait des choses hyper banales, je suis mitterrandienne. Et là, ça durait 1 heure. Et elle disait des phrases étonnantes. Les femmes jettent très peu. Je jette beaucoup. Oui, Bernard. J'ai oublié de citer, il y a un silence quand même qui est formidable, qui est historique. C'est le silence de Pompidou quand on lui pose une question sur l'affaire Gabriel Russier. Et il va citer des vers d'Éluard. Et il fait un silence, mais qui est long, il doit faire 40 secondes. 40 secondes. 40 Ouais. secondes. C'est très long. Et c'est très très long à la télévision, le C'est silence. étouffant, même. Mais c'est touchant. Et on le sent ému, on le sent comme ça. Et il sort les vers d'Éluard. Et c'est peut-être le plus beau silence de la télévision. Ah oui, c'est le Ouais. plus beau silence de la télévision. Magnifique. Oui, c'est dire non, mais vraiment, vous êtes merveilleux. On est habité Fabrice, par une Dany, passion. Bernard, tous les trois là. Ouais, ouais. Ah, quel bonheur, c'est un moment de partage. Il nous reste 1 minute, on me dit, en Ah coulisses. 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut dire en 1 minute? Eh bien, le silence de Vive la langue Pompidou. française. On peut dire vive. Oui. Vive la langue française. La francophonie, qu'est-ce que c'est? La francophonie, c'est un pays, un pays qui est peuplé de combien de centaines de millions d'habitants qui ont. Et ce pays s'appelle la langue française. tout Ouais, simplement. Dany, Dany. on a 15 secondes. Allez, 20 secondes. C'est difficile de refaire le silence de Pompidou, mais j'aurais essayé. Jean d'Ormesson a eu la gentillesse de partager
un grand papier dans le Figaro Magazine. Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Vous êtes né d'une famille très riche, avec la cuillère en or dans la bouche, enfin tous les trucs poncifs habituels. Fabrice Lucchini vient d'une famille italienne immigrée, il est né à Barbès, Rochechouart, etc. Comment vous vous situez tous les deux ?» Et il a répondu « Nous sommes nés dans le même endroit, nous appartenons au même pays, le pays de la littérature. » Merci beaucoup. On embrasse Jean J'ai d'Ormesson. envie de vous applaudir tous Oui, les trois. il aurait dû être là, On ouais. était en direct dans le monde entier pour le tour du monde de la francophonie sur TV5 Monde. J'appelle, restez encore avec moi, j'appelle Tahiti, c'est la magie de la télévision, Fabrice. Tahiti est avec nous, Lovaina Chapman et Emere Teiva. On va les retrouver dans quelques instants. Eh bien, je vais simplement leur passer la parole. On va vous donner le flambeau à toutes les deux. Merci Patrick et bienvenue à tous. À Papeete, capitale de Tahiti, nous rejoignons ce tour du monde de la francophonie pour vous montrer comment les Polynésiens la vivent ici. Et c'est avec les élèves de l'école primaire de Pinhey, interprétant l'hymne territorial, que nous vous embarquons en Polynésie. Merci beaucoup. Bernard Pivot était avec nous. Merci Dany Laferrière. Merci Fabrice Lucchini qui est si rare à la télévision, qui est venu. Il est minuit à Paris. Il est minuit. Regardez les chaussettes de Dany. Il est venu habillé comme ça, rien que pour nous, rien que pour vous. On était ravis. À très bientôt. C'était Merci un merveilleux infiniment. moment que nous avons passé ensemble. Le tour du monde de la francophonie avec TV5 Monde continue encore jusqu'à demain, des heures et des heures de programme. Après le journal, on va à Tahiti. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. C'était merveilleux.